Ceci étant précisé, merci également à Pascal Canfin pour la perche sur le changement culturel, puisque pour la première fois à ce colloque du syndicat des énergies renouvelables, dans la table ronde qui va suivre, un anthropologue va s'exprimer. Alors, de quelles innovations a-t-on besoin pour réussir cette transition énergétique? Quelle est la bonne maille pour développer les énergies renouvelables? Comment va-t-on gérer l'enjeu réseau? On vient déjà d'en parler. Comment va-t-on gérer les équilibres? Comment va-t-on développer un petit peu plus le stockage? Voilà autant de questions auxquelles vont tenter de répondre maintenant les participants à cette table ronde. Alors j'appelle tout de suite Robert Armstrong, qui est directeur du MIT Energy Initiative à Cambridge, juste à côté de Boston, dans l'État du Massachusetts. Oh, c'est toujours dur à prononcer, excusez-moi, Massachusetts, au USA. Donc Robert Armstrong, Elisabeth Hérault, présidente directrice générale de la CNR, François Brotte, président de RTE, Philippe Montloubou, président de RDF, Bruno Legevin, le président de l'ADEME, Hans-Dieter Kedvig, le CEO d'Enercon, Arnaud Chaperon, directeur prospective relations institutionnelles à la direction énergie nouvelle de Total, Dominique Desjeux, le sociologue, anthropologue, professeur d'anthropologie sociale et culturelle, que je viens d'évoquer. Et Michel Saban, si elle est déjà arrivée, mais je pense qu'elle va nous rejoindre en cours de table ronde. Alors, j'ai oublié de vous dire deux choses ce matin. Je pense que vous avez trouvé par vous-même. Pour suivre la traduction simultanée en français, c'est le canal numéro 3. Vous avez juste à écarter, pour ceux qui ont pris des casques HF, vous écartez, ça les mettra automatiquement en route. And to follow in English, you just have to connect you on channel number 1. Et seconde chose que j'ai oublié de dire, petit instant de courtoisie électronique, merci de bien vouloir mettre vos téléphones portables sur vibreur. Il est un peu tard pour le dire, mais enfin bon, il est jamais trop tard. Robert, I'd like to start with you. We all know the Massachusetts Institute, but we certainly don't have any precision concerning the mighty eye that you represent here. So what are your mission at the Energy Initiative Department of the MIT, and especially in the framework of energy transition, of course? Much for having me here, and a real pleasure to have a chance to talk to this group and to have heard earlier about all of the progress that's been made here in Paris. My congratulations to the French for COP21 and the great progress that was made there. It's certainly an interesting time in energy for energy transitions and in addition, a critical time for transitions. As has been said already, we face a dual challenge going forward. COP21 makes very clear the urgency of decarbonizing the energy system that we have. And of course, it's not just energy. We have to also address other sectors like agriculture, food, chemicals as well. In addition, as I think Paul Simon pointed out in the preceding panel, we also have to deal with the other part of this dual challenge, which is increasing energy demand, particularly in the developing countries around the world. So how do we bring more energy to them as their populations grow and as their standards of living increase, and do that while simultaneously decarbonizing the energy system? In order to do that, clearly we need all three sectors, the public sector, the private sector, and academia, to step up to the table to work together collectively on addressing those dual challenges. Again, I think COP21 had some very important themes dealing with particularly the role of innovation and bringing new technologies to bear on these energy challenges. Two announcements the first day of COP21 that I found particularly interesting.
were the announcements of Mission Innovation and the Breakthrough Energy Coalition, dealing with, as I look at it, bookends of the innovation pipeline. The Mission Innovation announcement deals with 20 governments around the world committing to doubling basic R&D spending. That's absolutely critical because that's the beginning of the pipeline, the discoveries, the new ideas of inventions that ultimately become the low-cost, zero-carbon technologies of the future. To go with that, there's the Breakthrough Energy Coalition, which is a group of about 29 private investors who commit to taking late-stage applied research and moving that out into the marketplace. That's also critical, particularly since many energy technologies don't lend themselves very well to traditional venture capital. They simply take too long a time to commercialize, and the capital costs are too big. And so with those two bookends and academia and industry working together in the middle to move applied technologies forward, we come to where MIGHTY, or the MIT Energy Initiative, sits in addressing energy challenges. MIGHTY began about a decade ago. Now Secretary Moniz in the U.S. Department of Energy and I started MIGHTY with the goal of bringing many different disciplines together to address the world's challenges. Our mission statement is fundamentally to link science, innovation, and policy together to transform the world's energy systems. At MIT, we do that by reaching across MIT's 5 schools, and it's some 29 departments, to bring about 300 plus faculty together. We have 1,000 faculty at MIT, so we have about 30% of the faculty that work with us on one aspect of energy or another. And finding the new ideas at the interfaces of traditional disciplines is where we have found a lot of the innovation to happen. Let me give you just a few examples of how the innovation system at MIT has worked in MIGHTY. One of the areas we've heard reference to today that's going to be absolutely critical as renewables take a much larger percentage of the world's energy system, storage. What are we going to do about grid-scale storage to deal with fluctuations, intermittency in wind and solar in particular? One of the technology ideas that's come out of MIT looking at grid-scale storage is one which is based on the idea of aluminum smelters. Aluminum smelters are metals processing processes that use lots of electricity, massive amounts of electricity, to convert alumina into aluminum. One of the faculty at MIT, Don Sadoway, who's worked on those processes over many years, had the idea of thinking about, could I make an aluminum smelter that fundamentally runs reversibly? So I could not just take in massive amounts of current, but put out massive current onto the grid. He started developing that idea through a seed fund project at MITY. The seed funds are collectively funded by our member companies. Very small grants, $150,000, try out a new idea. His idea was successful, the seed fund project, and so he took that on in an applied research project which received sponsored research funded at MIT from Total, one of our sponsors, and also DOE funding from the new ARPA-E program at DOE. Those were successful, and so he launched a startup company, Ambri, which is now in the process of commercializing that technology. They now have a pilot scale processing or manufacturing facility in suburban Boston. And it's interesting that I mentioned Total. They've been involved in each part of that process. They're a member of the seed funding program, sponsored research aimed at a specific application space of this liquid metal battery technology
and finally as an investor in the startup company. One other example I'll give, I know time is constrained here. One other example that looks at a very different aspect of energy is energy systems. And again, that was mentioned this morning, I believe, by Paul Simon in his talk. The need to understand the systems into which these technologies fit. One of the systems is the electricity services sector. We have launched a study known as the Utility of the Future study to look at how new distributed energy resources, not just distributed generation like solar and wind, but also distributed storage resources, what ICT advances, demand management opportunities, electrified transportation. What will all of that do to the utility business of the future? And so we're taking modeling capability we have and applying that to look at different business model scenarios in the future in this electricity services business to understand the interplay between technology developments, regulatory scenarios, and different business models, and helping us to understand how we can evolve the marketplace so that as renewables penetrate further into the marketplace, they can be absorbed comfortably and profitably. One last topic I want to mention is a special focus on developing countries. I mentioned in my first remarks that part of this dual challenge we face is energy demand growth in the developing world. Developing world has special challenges in that they will be very price constrained compared with what we can do in the developed world. And so we've launched a number of programs, first in India, now in sub-Saharan Africa, looking at how do we take technology and apply that to the solution of, in particular, energy needs in developing countries where there are serious constraints. Economic constraints I mentioned, but there can be other kinds of constraints. Could be supply chain constraints, human resource constraints, political constraints, lots of different constraints. So how do we understand those and develop solutions that will fit in those environments? Startup projects are starting to come out, startup companies are starting to come out of some of the work we've been doing in India, as an example. One of these is a small company called KethWorks that's developed a solar-powered irrigation pump, which is very interesting for applications in rural agriculture in India. It beats the problem of storage in that you don't need it since you can just pump water for irrigation during the daytime when solar resource is available. Second example is power electronics to enable what I would call the analog of peer-to-peer networking in sharing renewable generation in small villages. As you're trying to bootstrap your way up with energy supply to a point where a microgrid or even grid extension is cost effective. So I know we're time constrained, so I'll stop there, but it's a very broad program and I think approaching a lot of tough challenges that have been addressed already in this meeting. Thank you, Bob, for the focus on developing countries. One question more to start, to finalize the introduction of this roundtable. What about the specific discipline involved in your work, and what about anthropology? So the disciplines that we have involved are essentially the entire campus. So we have 24 of MIT's 29 departments involved. So all of the engineering departments, the science departments, we do not yet have any faculty in philosophy or linguistics involved, but we should going forward. So that's the breadth of our engagement. Okay, thank you, Bob. You are the guest star of this roundtable. You can ask a question to any of the other speakers when you want. You just give me a sign. Je vous précise que
Robert Armstrong reste également demain pour un séminaire organisé par le syndicat des énergies renouvelables pour les entreprises françaises sur la thématique des programmes de recherche et développement sur les énergies renouvelables. Alors, on vient de l'évoquer déjà ce matin lors de la première table ronde, on vient d'en reparler un tout petit peu à l'instant, l'enjeu réseau. Pour nous parler de l'enjeu réseau, François Brotte, président de RTE, et Philippe Monloubou de RDF. Ils ne sont pas tout à fait mis côte à côte, notre gestionnaire du réseau de transport et notre gestionnaire du réseau de distribution. Pour autant, ils vont intervenir en gros sur 3 questions. La première concerne les aspects politique et stratégique. La mission de RTE, c'est d'assurer à tout instant l'équilibre entre la demande et l'offre. François Brotte, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais en acceptant ce poste, si jamais il y a un blackout, on vous coupe la tête. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Quels sont vos chantiers pour garantir la sécurité de votre réseau de transport, la qualité, tout en favorisant une meilleure intégration des énergies renouvelables qui arrivent massivement? Mais ce n'est pas la première fois que je participe à ce colloque. J'ai connu de meilleurs accueils quand même. Vous aviez une autre casquette à l'époque, j'ai oublié de vous dire qu'il est ancien député de l'Isère, ça me fait réfléchir pour l'année prochaine. Commission des affaires économiques, maire honoraire de Brotte. Là maintenant, il est aux manettes non, de Crolles, notre pas de réseau. Brotte. Oui, vous êtes troublé vous aussi du coup. Non, on est parfaitement connecté avec Philippe Monloubou, puisque nos réseaux sont dans l'interconnexion absolue. Il n'est pas le seul en France à faire de la distribution. Par contre, nous sommes un monopole de fait et pour longtemps, puisque je ne vois pas d'autres opérateurs vouloir venir construire des lignes à haute tension parallèles à celles de RTE. Ce serait un peu compliqué. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, puisque nous sommes dans cette situation-là, nous ne faisons preuve d'aucun sectarisme et tous les électrons qui passent dans notre réseau, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, sont les bienvenus. Bon. C'est un tout petit peu plus compliqué aujourd'hui qu'hier, puisque je dis parfois, et c'est une image, qu'avant on était une famille traditionnelle qui avait 3 enfants, qui avait le même père et la même mère, le nucléaire, le thermique et l'hydraulique. Bon, c'était assez tranquille parce que quand il y en a un qui n'était pas là, l'autre prenait la place. Enfin, tout ça se passait calmement, sereinement. Et puis les choses ont évolué et désormais nous sommes une famille d'accueil puisqu'on a à la fois des étrangers, 48 interconnexions, 20% de la consommation électrique dans le pays issue de la plateforme d'échange internationale. On a des intermittents, beaucoup sont dans la salle. Ils ne sont pas toujours là quand on veut, ils sont parfois là quand on n'en a pas vraiment besoin, c'est compliqué. On a aussi des abstinents, c'est une nouvelle catégorie, alors ils s'effacent. Ils font de l'efficacité énergétique, donc ils s'économisent. Et parfois ils nous surprennent parce qu'ils ne sont pas là au moment où justement ils avaient l'habitude d'être là. Puis on a des autonomes, alors, ils ne sont pas forcément en Corse, puisque nous on n'est pas en Corse, on n'est que sur le continent. Des autonomes qui, grâce à l'autoproduction solaire, au stockage, font de l'autoconsommation et donc utilisent le réseau qu'avec parcimonie. Et je pense que c'est une catégorie qui va se développer. Donc je dis ça pour montrer que cet exercice de funambule qu'exerce le réseau de transport est un exercice de plus compliqué, de plus en plus compliqué. Mais quand même, on est au colloque du CERF. Et je voudrais sans provocation dire une chose qui est dans notre bilan électrique, je vous y renvoie, c'est un excellent document. Aujourd'hui, le parc installé en énergie renouvelable, c'est 1/3 du parc installé dans le pays. Je crois que ça ne veut pas dire qu'on est capable de produire 1/3 de la production, ça veut dire que c'est 1/3 du parc installé. Et j'ai noté, sans provocation, que le parc nucléaire, il est légèrement en dessous des 50% du parc installé. C'est quand même un événement. Je veux dire que c'est quelque chose auquel on n'aurait pas forcément cru il y a quelques années. Alors pour autant, puisque j'en suis à parler du nucléaire et que ce n'est pas l'endroit, mais tant pis, je vais le faire, pour convertir les énergies renouvelables, non pas en dollars ni en euros, mais en réacteurs nucléaires, la capacité installée éolienne aujourd'hui correspond à 9 réacteurs. C'est pas si mal. La capacité installée en photovoltaïque, c'est 5 réacteurs et demi, et la capacité installée en effacement, enfin la capacité installée, le potentiel en effacement, c'est 2 réacteurs. La production, puisque c'est ça qui importe pour le réseau, la production, aujourd'hui, l'éolien qui a gagné 23% par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même considérable, c'est l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires. La production photovoltaïque, c'est l'équivalent d'un réacteur avec un gain de 25% par rapport à l'année dernière. Et donc on voit bien que si on rajoute les productions électriques issues des bioénergies, qui correspondent environ à un réacteur et avec plus que 5% l'année dernière, on a une montée en puissance des ENR qui est significative avec un petit bémol. Et ce n'est pas la faute de la présidente de la CNR,
c'est qu'il y a eu moins de production hydroélectrique, puisqu'il y a eu moins d'eau, moins 13%. Et donc c'est vrai que ça a influencé un peu le résultat global des ENR. Mais on ne peut pas imaginer qu'une année, il n'y ait pas d'eau, pas de vent, pas de soleil. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des complémentarités qui se feront. Et donc c'est vrai que là, on est dans un moment, je crois, où on a atteint une maturité avec un sérieux qui montre que les ENR ont une place de plus en plus significative dans notre mix électrique. Alors je crois que vous devez me poser une autre question et que je vais essayer d'y Avant de répondre. revenir sur les aspects économiques et stratégiques, on va demander à Philippe Montebourg pratiquement la même question de politique et de stratégie. Vous êtes en charge de raccorder tous les consommateurs, mais aussi maintenant les producteurs. Vous avez pratiquement 95% des énergies renouvelables qui viennent sur votre réseau et pourtant il n'avait pas été conçu pour cela. Alors comment est-ce que vous y prenez? Est-ce qu'on a vu qu'il y avait 16 gigawatts déjà d'énergie renouvelable de raccorder? Est-ce qu'il y a un problème majeur à raccorder encore 15, 20, 25 gigawatts d'énergie renouvelable sur le réseau et en arrivant par vos câbles? Bonjour et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Donc je note que ma tête n'est pas en jeu, contrairement à celle de François. Donc, c'est lui qui s'occupe de l'équilibre. Même si pourtant l'enjeu est effectivement, comme vous venez de le souligner, assez considérable. Parce que dans la constante de temps que vient d'évoquer François, on s'aperçoit qu'en l'espace de 10 ans, ces chiffres-là, personne ne les aurait imaginés, y compris dans les esprits les plus brillants de l'époque. Parce qu'effectivement, les chiffres que l'on vient d'évoquer, c'est aussi 10% de la puissance aujourd'hui qui est produite, même en termes d'énergie renouvelable. C'est tout de même également, cette puissance-là représente 10% de l'énergie injectée sur les réseaux de distribution. Puisque, comme vous l'avez dit, près de 95% des installations de production sont sur les réseaux de distribution, avec donc des niveaux de puissance significatifs en termes d'équivalent de tranches nucléaires, comme vient de le souligner François Braun. L'autre élément, c'est le nombre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de ces producteurs, puisqu'à l'époque, quand on parlait dans la vision historique, mais qui n'est pas très vieille non plus, en nombre de productions, c'était quelques éléments qu'on pouvait facilement décompter. Aujourd'hui, ce sont 342 000, pour être précis, producteurs qui sont raccordés sur nos réseaux de distribution. Donc ce sont des chiffres très spécifiques. Et la croissance est là. C'est à peu près 50 000 producteurs nouveaux que nous raccordons sur le réseau de distribution chaque année. Alors les enjeux sont de quelle nature? Les enjeux sont évidemment industriels. Vous venez de le souligner sur la capacité à raccorder ce nombre très important de producteurs dans des conditions de sécurité, de maîtrise des processus, etc. Je crois qu'avec le CER, on a beaucoup travaillé toutes ces dernières années de manière à arriver à des processus maintenant qui soient sécurisés industriellement, faisant face à la diversité des situations également. Parce que 342 000, vous devinez qu'il n'y a pas que de grosses installations dans ces 342 000, qui sont évidemment totalement réparties sur l'ensemble du territoire, et qu'à ce titre-là, c'est évidemment beaucoup de petits producteurs aussi qu'il faut intégrer. Donc, premier élément, une dimension évidemment industrielle. Un deuxième aspect, c'est la dimension que j'aime à citer, qui est une dimension systémique totalement nouvelle. Dans le monde un peu ancien, encore une fois, qui n'est pas très ancien, cette dimension linéaire à laquelle faisait référence François Braun, aujourd'hui, elle est totalement requestionnée par des aspects industriels, on vient de l'évoquer, requestionnée par des autonomies et des responsabilités nouvelles également dans les territoires. Vous avez suivi toute l'évolution législative, ne serait-ce que de l'année 2015. Il n'est pas utile de remonter très loin pour voir à quel point les prérogatives aujourd'hui qui ont été données aux territoires, mais également la capacité nouvelle qu'offre tout le champ des énergies renouvelables de valoriser des ressources locales, amène à des considérations donc d'interfaçage et d'interaction avec les territoires qui s'intègrent donc dans une logique totalement systémique nouvelle. Le troisième aspect qui relève du systémique également, c'est l'aspect, alors d'aucuns appellent ceci intermittent, peu importe, au sens production d'énergie, qui évidemment requestionne des équilibres, alors nationaux à l'évidence, mais également locaux, qui sont à la fois une sorte d'empowerment de l'environnement local, donc avec une production de valeur dans l'environnement local, couvre le champ des énergies renouvelables, mais qui doit être évidemment totalement congruente et convergente avec la maîtrise permanente, j'aurais tendance à dire l'amélioration de la qualité et des sous-jacents donc associés à la mise à disposition de l'énergie pour l'ensemble des acteurs. Donc c'est ce nouvel environnement que l'on qualifie très souvent de manière un peu rapide en disant c'est l'environnement smart, c'est-à-dire qu'on est obligé, contraint, mais si on ne fait que le subir, on voit bien qu'on n'est pas en situation de l'anticiper. Donc tout l'enjeu industriel d'une entreprise comme ERDF, c'est aujourd'hui d'anticiper au maximum les impacts potentiels de l'intégration massive de ces formes d'énergie sur les réseaux de distribution et donc évidemment des enjeux de transformation en profondeur autour de ce que l'on appelle les réseaux intelligents, qui sont donc une capacité à équilibrer
quasiment en temps réel des évolutions à des mailles qui plus est variables, parce que le nuage il passe à droite, il passe à gauche, on essaye de les prévoir au mieux, mais qui permettent donc d'avoir aujourd'hui une intégration rapide, maîtrisée industriellement, systémique et productrice de valeur, en particulier pour les territoires. Voilà un enjeu stratégique tel qu'on peut aujourd'hui le présenter au sens des questions majeures et formidablement offrant de formidables opportunités, je dirais, globalement, pour l'ensemble du secteur dans le monde qui s'ouvre à nous aujourd'hui. On va revenir vers vous pour les aspects innovation et notamment tout ce smart qui est en train d'arriver, mais auparavant, le nerf de la guerre. Comment financer tout ça? François Brotte, accueillir plus d'énergie renouvelable, c'est moderniser le réseau, c'est donc faire des investissements. Or, on l'a vu, 16 gigawatts d'énergie renouvelable. Je suis amusé à faire un petit calcul. Il y en a 10 d'éoliens qui doivent tourner 2200 heures. Il y en a 6 de photovoltaïques qui doivent tourner en gros 900, 950 heures à peu près. NH, fonctionnement équivalent pleine puissance. Ça fait 28 TWh qui ne sont plus soutirés sur votre réseau. Donc, comment financer l'accueil des énergies renouvelables et donc le renforcement du réseau, alors que dans le même temps, ces énergies renouvelables vous piquent de la clientèle, entre guillemets? Moi, je ne vis pas les choses comme ça. Le modèle technique évolue, donc le modèle économique change. On a effectivement cette gestion délicate de faire correspondre une évolution de la demande avec des aléas météorologiques qui influent significativement la production des renouvelables. On l'a déjà dit, et j'évoquais l'hydraulique tout à l'heure. Je voudrais quand même rendre hommage au travail considérable que la CNR a fait sur le fil de l'eau et l'optimisation du Rhône, parce que c'est un travail exceptionnel. Moi, j'ai été bluffé par la manière dont finalement quelque chose qui est assez stable, le fil de l'eau, permet aujourd'hui de répondre à toute une série de demandes un peu inopinées et avec une réactivité remarquable. Donc ça veut dire qu'on peut toujours pousser le mode de gestion pour qu'on optimise à tout moment. Et ça veut dire aussi que quand on a un parc éolien qui est capable, le 29 mars, de fournir 86% de sa capacité de production, c'est énorme, mais quelques jours plus tard, 0%, c'est compliqué. Le photovoltaïque est monté à 82% aussi de sa capacité de production pour être à zéro à d'autres moments. Donc on voit bien que tout ça nous oblige à activer de plus en plus d'investissements où le réseau doit devenir de plus en plus intelligent. Il n'y a pas que l'infrastructure, il y a toute la partie numérique, digitale, tout ce qui est smart grid qu'on évoquait tout à l'heure, qui doit être en capacité d'éprouver finalement la situation dans laquelle on se met dès l'instant où on accepte, et c'est normal qu'on le fasse, un mix électrique beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui pour nous une situation qu'on a exposée à notre régulateur préféré. On a souvent le même d'ailleurs. S'il est dans la salle, je le salue. Très important parce que c'est lui qui décide de nos investissements, de nos tarifs, et en tout état de cause, c'est avec lui qu'on doit se comprendre. Et on s'explique en ce moment sur le fait que typiquement, on a une légère augmentation de la consommation électrique. Alors, en données corrigées des variations saisonnières, comme on dit, c'est 0,5. Sinon, c'est 2,2 en absolu. Bon, c'est une variation qui est liée pour l'essentiel à la canicule du mois de juillet, où certaines régions de France ont consommé 25% de plus que l'année dernière. Et donc, quand il fait chaud, on active un truc qui s'appelle la climatisation. Donc là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le chauffage électrique, mais c'est un événement qui est constaté de façon significative. Et donc, une augmentation légère de la consommation, c'est pour nous, vous avez raison de le souligner, une baisse de ce qu'on appelle les soutirages de 0,6%. C'est-à-dire qu'en effet, plus il y a de la production locale qui passe par le réseau de distribution et qui est consommée localement, moins il y a d'électrons qui transitent par le réseau de transport. Et c'est tant mieux. Mais le réseau de transport, et là, ce n'est pas une chimère, est indispensable parce que lorsqu'il n'y a pas de vent dans le nord et qu'il y en a dans le sud, on est bien content d'avoir un réseau de transport qui maille. Lorsque la Picardie fournit 2,5 fois ce qu'elle est en capacité de consommer elle-même, il vaut mieux que ça puisse être évacué et être utilisé par d'autres. Lorsque l'Allemagne nous envoie beaucoup d'énergie éolienne fatale, on est assez content d'avoir un réseau de transport qui, avec son maillage, permet justement de limiter les effets de l'intermittence. Donc le foisonnement des renouvelables est indispensable pour que leur maturité et la sécurisation d'approvisionnement par leur biais puissent être au rendez-vous de la gestion de l'équilibre général. Mais ça veut dire aussi qu'on doit pouvoir avoir une rémunération du réseau de transport indispensable, y compris pour la montée en puissance des renouvelables, qui soit plus à la puissance
qu'à la consommation. C'est ce débat que nous avons actuellement, nous, avec le régulateur. D'autres pays en Europe, d'ailleurs, ont franchi le pas pour avoir une tarification à la puissance disponible grâce au réseau de transport, plutôt qu'avoir une assiette portée seulement sur la consommation. Il peut y avoir une tendance significative de baisse ou de stagnation de la consommation. Il y a sûrement une tendance forte de baisse des sous-tirages sur le réseau de transport. C'est une conséquence assez logique de l'organisation du nouveau mix. Et donc c'est pour ça que nous avons, une situation qui nous oblige à rediscuter un modèle économique différent avec des ressources différentes. Et donc j'encourage les producteurs de renouvelables, certains sont raccordés directement au réseau de transport, d'autres majoritairement au réseau de distribution, à soutenir cette démarche pour que le réseau de transport reste finalement à leur côté, pour que le foisonnement soit possible. Et de surcroît, et je pense que Olivier Grabette, membre du directoire de RTE, viendra l'expliquer cet après-midi, nous sommes en train de passer de nouveaux deals, si je puis dire, avec les producteurs d'énergie intermittente pour qu'ils participent à un meilleur équilibre du réseau et pour que de temps en temps, ils s'effacent ou plutôt ils sécrètent de façon à ce qu'on n'ait pas forcément à surinvestir dans l'infrastructure dans des moments où on n'en a pas besoin, mais que cet argent soit disponible pour toujours raccorder de nouveaux parcs sur les réseaux de transport ou de distribution. Et donc c'est vrai qu'on est en train de se parler, puisque le TURP n'est pas l'ennemi de la CSPE, mais la CSPE peut être l'ennemi du TURP. Donc il faut qu'on arrive de ce point de vue-là à trouver de nouveaux équilibres. Et je pense qu'il est temps de le faire compte tenu du niveau de maturité auquel nous sommes arrivés en matière de production des renouvelables. Merci François Brottes. Juste 2 chiffres, budget annuel d'investissement RTE et part des énergies renouvelables là-dedans. On est sur on est un des gros donneurs d'ordre dans ce pays, puisqu'on est à 2 milliards au niveau des achats. On fait à peu près 1,4 milliard, 1,5 milliard d'investissement. Et la part des renouvelables, selon ce qu'on compte dedans, est autour de 300 à 500 millions. Voilà. Philippe Montlouboux, le nerf de la guerre chez ERDF, comment ça se passe? Est-ce que vous envisagez aussi de modifier votre mode de rémunération? Comment vous allez financer la rénovation de votre réseau pour l'accueil des énergies renouvelables? Oui, je pense que la question elle se pose exactement telle que François Brottes l'a formulée. Ce n'est pas une question de l'envisager, c'est une question aujourd'hui de regarder objectivement l'évolution de l'ensemble de l'écosystème tel qu'on l'évoquait tout à l'heure et donc des nouveaux équilibres financiers qui sont devant nous. Alors il y a effectivement des aspects très industriels au sens des investissements. Pour rester sur les chiffres qu'on vient d'évoquer, ERDF investit chaque année plus de 3 milliards d'euros, c'est à peu près 3 milliards 300 millions d'euros sur les réseaux, donc une grosse moitié sur des investissements d'évolution du réseau et le reste sur des raccordements. Et sur ces raccordements, les énergies renouvelables pèsent pour à peu près 15% aujourd'hui, et ceci est en croissance. Et je ne traite pas des investissements amont, d'ailleurs qu'avec RTE nous coordonnons à travers les schémas régionaux d'investissement qui pèsent sur les 5-6 ans qui viennent pour plus de 300 millions. Donc des chiffres qui sont très significatif. Ça, c'est un premier point qui est effectivement déjà en termes de volume d'investissement, donc des investissements très conséquents et qui ne peuvent qu'augmenter. Donc à ce titre-là, il y a 2 réponses. La première, elle est, comme vient de le souligner François Brottes, et on en reparlera tout à l'heure en termes d'innovation, de manière à utiliser tous les leviers nécessaires pour minimiser évidemment l'impact en termes d'investissement sur les réseaux. Et ceci se fait en lien d'ailleurs avec, évidemment, et nous y travaillons activement avec le syndicat et les producteurs des énergies renouvelables, donc ce qui est un travail constant et je crois qui est tout à fait intéressant et qui aujourd'hui apporte des éléments de conclusion et de production et des livrables tout à fait pertinents. Mais le deuxième, c'est l'équation effectivement économique telle que François Brottes l'a formulée. Alors elle se pose avec une acuité toute particulière à l'instant T, même on pourrait dire pour le réseau de transport. Elle se pose aussi pour le réseau de distribution. Un peu dans les mêmes termes, parce qu'il est évident que les problématiques d'autoproduction et d'autoconsommation affectent le réseau de distribution également, et à ce titre, poussent aussi à ce que l'évolution entre tarification, puissance et consommation soit rééquilibrée. Aujourd'hui, et on peut le dire même par rapport au reste de l'Europe, la France, de ce point de vue-là, a des niveaux et des taux qui sont, je dirais, qui ne sont plus adaptés à la réalité d'ores et déjà de ce que l'on observe et a fortiori de ce qui se présente devant nous. Et le reste de l'Europe a d'ores et déjà anticipé sur ce rééquilibrage. Et le deuxième facteur qui plaide aussi pour un rééquilibrage des taux, c'est que c'est la nature même des investissements que l'on a à réaliser et des services que le réseau va offrir. Parce que cette dimension, auparavant, et dans le TURP, sans rentrer dans les détails techniques, on parlait d'une composante gestion et d'une composante comptage. On voit bien que les termes eux-mêmes sont représentatifs de la manière dont le réseau et globalement l'économie du système se fabriquaient. Aujourd'hui,
on s'aperçoit que pour mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de nouveaux services qui vont permettre l'intégration justement d'une composante autoproduction et autoconsommation bien supérieure, qui vont permettre d'investir différemment et massivement dans les données. Aujourd'hui, le ERDF, le distributeur en France, est un opérateur de big data. D'ores et déjà, ça ne se sait pas forcément, mais c'est la réalité à laquelle aujourd'hui, pour exploiter durablement le réseau, son parc de comptage, qui lui aussi est un investissement majeur, pour pouvoir bénéficier des données elles-mêmes permettant d'intégrer quasiment en temps réel des énergies renouvelables, sont des investissements gigantesques. Renouveler le parc de comptage en France, c'est 5 milliards d'euros qui sont à financer d'ici 2021. Donc là encore, les composantes du TURP sont des éléments qu'il faut faire évoluer dans le sens qu'on vient d'évoquer. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est en offrant justement une évolutivité, une lisibilité, une robustesse et un caractère également qui soit incitatif à investir, que l'on sera capable de relever les enjeux qui sont ceux de l'intégration massive des énergies renouvelables, de la même manière que la maîtrise durable, ce qui est attendu normalement des opérateurs de réseau que nous sommes, à savoir évidemment sur l'amélioration continue de la qualité, parce que l'attractivité des territoires, elle se fait évidemment sur la capacité à intégrer des énergies renouvelables, mais elle se fait aussi sur la capacité à assurer la compétitivité à travers la qualité de l'énergie et de l'électricité distribuée. Donc je pense que ce message que François a introduit et que je relais avec conviction, et il me semble que dans cette assemblée, et les acteurs du CER sont autant de relais pour ce message-là, il est indispensable qu'avec la politique énergétique dont la France vient de se doter, qui est une politique ambitieuse, qui est une politique qui justement anticipe sur un monde différent et nouveau, doit aussi pouvoir permettre de disposer des outils tarifaires, des outils financiers nécessaires qui vont permettre des investissements durables à haut niveau dans les années qui viennent. Je pense que c'est dans ce mix-là que l'on trouvera une grande partie des réponses à la question que vous posiez initialement. Alors une dernière question, mais alors très brève à tous les deux. Vous avez entendu Eric Orsena, les tables rondes du colloque du CER doivent être un concentré de qualité. Donc très brièvement sur les aspects techniques et innovation, que ce soit sur le hardware ou sur le software, qu'est-ce que vous prévoyez, et notamment le big data qui arrive, la gestion de grosses quantités d'informations, l'échange de données entre vous et les producteurs, entre vous et les collectivités locales. Comment tout ça va se passer? François Brotte. On est en train d'en débattre et d'y travailler, mais je voudrais effectivement dire qu'il y a trois chantiers aujourd'hui qui nous poussent à l'innovation. Je parle sous le contrôle de Clotilde Levillain, qui est membre du directeur de RTE, qui est dans la salle. Il faut savoir que, par exemple, les opérateurs de réseau de Norvège, de Suède et du Danemark ont fait un pool commun de gestion des données de consommation pour optimiser la gestion des réseaux de transport. C'est-à-dire qu'il y a 3 pays qui se sont mis ensemble pour essayer effectivement de considérer que ce qu'ils avaient comme connaissance de la pratique de consommation et de son évolution leur permettait d'optimiser l'utilisation du réseau avec des investissements un peu différents, plutôt sur le numérique que sur l'infrastructure elle-même. Donc ça, c'est une leçon dont il faut qu'on tire parti. Et bien sûr, la réflexion en pointe de RDF et la nôtre montre qu'on ne peut pas se passer d'une interprétation permanente de ça, à tel point qu'on a aujourd'hui une réactivité à la nanoseconde qui fait que, puisqu'il y a toujours cette imprévision, cette imprévisibilité parfaite entre le temps qu'il fait et ce que produisent les renouvelables, on a automatisé de plus en plus des systèmes de déclenchement de l'appel de telle ou telle production. Et ça, maintenant, on a une performance sur les logiciels qui nous amène à faire des prouesses exceptionnelles. Cet exercice de funambule qui se passe, et c'est le troisième point, maintenant à une maille internationale. Je disais tout à l'heure, mais c'est pas simplement pour le souligner comme un élément d'actualité qui serait une actualité froide. 20% de la consommation électrique qui est issue de la plateforme d'échange EPEX, qui est une bourse d'échange qui a été créée notamment par RTE et des opérateurs voisins, c'est énorme. Aujourd'hui, le travail qui est fait pour que l'ensemble des productions renouvelables, notamment en Europe, circulent sur l'ensemble des réseaux, il est énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler tellement en export, import. La France est largement exportatrice, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a autour de 12 réacteurs et demi qui servent presque qu'à ça. Mais le vrai sujet, c'est qu'en tout état de cause, on a aujourd'hui la disponibilité qui fait l'offre
et donc qui répond à la demande. Cette disponibilité forte, alors d'énergie qui sont parfois liées à la baisse du prix du charbon, liées à ce qui s'est passé dans le gaz de schiste, qui sont parfois liées aussi à ce que des énergies subventionnées puissent prendre le pas sur le marché. Et donc on a des prix de marché avec ces échanges qui sont assez bas. Qui aurait pensé d'ailleurs, parmi ceux qui avaient conçu ça, que l'Arenh, l'accès au nucléaire historique, serait au-dessus nettement des prix du marché? Personne. Bon, donc tout ça, le consommateur y gagne dans ces échanges-là. Mais donc l'aspect gestion des données, l'aspect gestion temps réel, très 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 proche de la microseconde, et l'aspect dimension plaque internationale, c'est les 3 chantiers d'innovation qui nous obligent aujourd'hui pour être encore plus performants, pour accueillir de plus en plus d'énergie renouvelable. Philippe Monlebout. Et je pense ce que je vais dire va largement recouper ce que vient d'évoquer François Brottes, mais c'est vrai qu'une des caractéristiques que j'aime à citer régulièrement, c'est qu'il y a des termes qu'on utilisait jusqu'à présent en lien avec des activités de nature marché commercial habituelles et qui n'étaient pas celles que l'on employait dans les industries traditionnelles, qui étaient celles du réseau, à vocation beaucoup plus linéaire, et celles du temps long. Or, à travers ce que vient d'évoquer François Brottes, et qui est évidemment un enjeu majeur pour ERDF, on est dans des logiques de time to market extrêmement courtes, aussi paradoxales que ça puisse paraître. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'évolution systémique, l'empowerment des régions, la valorisation aujourd'hui des ressources en propre, nous oblige à être, comme je disais tout à l'heure, dans une interaction, d'une proximité quasi temps réel avec l'ensemble des territoires. Donc les enjeux, ils sont évidemment au niveau des données, on vient de l'évoquer, je l'ai cité tout à l'heure. Donc d'ores et déjà, ERDF est un opérateur de big data, mise à disposition de données, mais aussi capacité à traiter ces données de manière à pouvoir favoriser la mise en œuvre autour des énergies renouvelables, de la valorisation locale, de l'efficacité énergétique associée. Et énorme enjeu, parce qu'évidemment, c'est loin de nos métiers traditionnels. Et pourtant, aujourd'hui, en très peu de temps, nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire dans une interaction évidente avec les producteurs, avec RTE et avec l'écosystème représenté par l'ensemble des territoires qui investissent d'ores et déjà massivement dans tout ce nouveau domaine, et dont nous avons évidemment vocation, en tant qu'opérateur de réseau, à être au cœur pour créer les conditions justement de cette valorisation et de la mise en œuvre des flexibilités associées, etc. Le deuxième élément, il est très corrélé au sens numérique et digital de l'évolution même des réseaux et des technologies. La capacité à gérer l'afflux massif de production intermittente sur les réseaux, c'est évidemment obligatoirement une gestion, par exemple, de la tension en temps réel avec des automatismes. Ça fonctionne d'ores et déjà. Ça, c'est issu de démonstrateurs qui ont à peine 2 ans d'âge et qui sont d'ores et déjà produits industriellement. C'est la capacité, de la même manière, à faire des offres nouveaux alternatives pour pouvoir intégrer des évolutions, je dirais, à la marge pratiquement de la production, de manière à limiter très significativement les investissements sur le réseau. Ça, nous l'avons fait avec le CER, et ça fonctionne aujourd'hui de manière, je dirais, efficace sur un démonstrateur qui se situe en Vendée et qui va être généralisé là aussi dans un temps court. C'est la mise à disposition ne serait-ce que d'informations. Et ça, nous faisons avec Caparéseau, qu'on fait d'ailleurs avec RTE, de manière à offrir la possibilité d'accueil sur les postes sources, et qui est en train là aussi de se démultiplier, y compris sur le réseau basse tension, de manière à donner de la visibilité pour offrir justement aux opérateurs multiples et variés une compréhension et un accès potentiel au réseau qui soit lisible et sur lequel il y ait là encore l'interaction qui soit la plus en amont possible, etc. Donc le deuxième facteur, il est évidemment dans les réseaux intelligents qui sont en train de se créer et qui deviennent évidemment beaucoup plus digitaux, beaucoup plus numériques. Et puis un aspect sur lequel je voudrais insister, et avec François évidemment on le partage, et en particulier autour d'une association que nous avons lancée sur les fonds baptismaux qui s'appelle l'association Think Smart Grids, c'est-à-dire que nous appartenons dorénavant à un écosystème beaucoup plus large qui est que celui strictement historique des réseaux, qui est celui des smart grids, dans lequel interviennent beaucoup d'acteurs, et en particulier celui de l'innovation, qui certes reste une innovation industrielle avec la force de la recherche et développement des grandes entreprises que nous sommes, mais pas exclusivement. Le territoire de l'open innovation, comme on dit aujourd'hui, est un territoire qui est totalement à explorer pour trouver justement la réactivité et l'adaptation rapide à ces constantes de temps nouvelles, et ceci aujourd'hui fonctionne. Et à travers l'association Think Smart Grids que nous avons lancée avec RTE, que j'ai l'honneur de présider, eh bien, aujourd'hui, nous sommes en situation de pouvoir créer toute une filière industrielle autour de ces différents facteurs d'évolution rapide
est nouvellement adapté et s'adaptant en permanence autour des smart grids. Je pense que là, y compris si au sens industriel français, c'est-à-dire la capacité à fédérer de l'innovation locale, des territoires, de la formation des talents et des grands industriels que nous représentons d'ailleurs autour de cette table ronde, il y a, je crois, les ressources aussi pour faire face aux grands enjeux qui sont ceux de la transition énergétique et de l'intégration majeure des ENR. Donc, industriel, smart grid, données, on voit bien qu'il y a là un champ nouveau sur lequel, et d'ailleurs avec le CER, je pense aujourd'hui rendre hommage à tous les acteurs du CER et à Jean-Louis Ball. Si nous sommes là aujourd'hui sans menace, comme le disait François tout au début de son intervention, c'est parce que je crois aussi nous savons travailler ensemble et nous avons encore de belles perspectives à tracer pour encore continuer à pouvoir exprimer avec, je crois, une vraie fierté cette filière qui est née en France et qui est en train de se développer et à laquelle les réseaux apportent toutes leurs contributions. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions et surtout votre vision sur la transition qui se prépare sur vos réseaux. 100% de mix électrique renouvelable, vous en avez tous les deux entendu parler. C'est l'étude de l'ADEME. Bruno Legevin est avec nous, il est président de l'ADEME. On en a beaucoup parlé de cette étude dont Mediapart s'est fait l'agence de marketing un petit peu, bien malgré l'ADEME. Donc, et maintenant ? Encore une fois, et maintenant, quelle suite, quelle filière à explorer? Est-ce qu'on la généralise? Est-ce qu'on fait la même chose, 100% mix chaleur? Que va-t-il se passer? Bruno Legevin. C'est bien quand on a la publicité gratuite, mais on ne l'avait pas anticipé, on ne l'avait pas prévu. C'est vrai que cette étude a créé beaucoup d'émoi. C'est un peu étonnant, ce n'est pas totalement surprenant. L'ADEME avait travaillé des scénarios prospectifs 2030-2050, qui ont d'ailleurs été des éléments de référence dans la construction de la loi de transition énergétique, notamment dans ses objectifs qui sont actés dans l'article 1er. Et nous avions en corollaire, en complément, poussé, comme on pourrait dire, le bouchon un peu loin en faisant cette étude avec un titre peut-être accrocheur. On ne pensait pas qu'il allait jusqu'à intéresser Mediapart. Le but, c'était évidemment de réfléchir à l'évolution de ce mix énergétique qui passe notamment par un développement massif des énergies renouvelables. Et ce qui est étonnant, c'est dans ce pays, mais on sait probablement un peu pourquoi, toujours difficile de pouvoir se projeter dans un futur sérieusement et questionner ce futur au risque d'ailleurs de lever des tabous. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça crée autant d'émoi. En tout cas, cette étude scientifique, comme on l'a bien expliqué, à caractère prospectif et exploratoire, a fait une hypothèse qui a peut-être bousculé les esprits, puisque a rendu quelque chose, peut-être une hypothèse techniquement possible, alors qu'elle était dans l'imaginaire collectif relativement impensable, bien sûr sous conditions, bien sûr avec des contraintes, bien sûr avec des approfondissements. En tout cas, si elle a suscité de l'émoi, du questionnement et de la critique, personne, je crois, n'a reconnu ou a empêché de reconnaître la solidité de l'approche. Mais si on quitte, parce que derrière cette question, il y a la question du nucléaire, donc si on oublie un peu le sujet du nucléaire, alors c'est difficile d'oublier le sujet du nucléaire dans notre pays au regard des débats qui existent en ce moment, que montre cette étude? Qu'on peut développer de façon très massive les ENR électriques en France et que ça correspond justement bien aux objectifs du rééquilibrage du mix énergétique. Au-delà évidemment des questions techniques qu'il nous faut réfléchir, au-delà des problématiques de contraintes, de problématiques d'acceptabilité. D'ailleurs, il ne faut pas faire dire à l'étude ce qu'elle ne dit pas. L'étude nous montre aussi que s'il y a une question de besoin de stockage, ils sont peut-être plus limités qu'on l'imaginait. Elle montre aussi surtout, elle met en avant la question de l'interdépendance entre les territoires. Chaque territoire a aujourd'hui, et de plus en plus avec leur montée en compétences et la volonté d'avoir un système plus décentralisé, des ressources importantes en ENR, avec des conséquences, nos deux amis des gestionnaires de réseau viennent d'en parler, qu'il nous faut valoriser. Ces ressources aujourd'hui constituent un potentiel à exploiter, même si évidemment développer les ENR électriques, ça ne veut pas vouloir dire l'autarcie. On est bien dans une dimension où le réseau, plus que jamais, va rester indispensable. Il va devoir s'adapter, il s'adapte déjà, c'est ce qui nous a été expliqué juste avant.
On est justement simplement, et cette adaptabilité est nécessaire parce qu'on est passé d'un modèle qui va progressivement être moins descendant, moins unique, lié à un système énergétique plus monolithique, à un système beaucoup plus de mutualisation des potentiels. Mais là aussi, on a des belles opportunités technologiques. Alors, il y a une pierre dans l'édifice, c'est le développement de Linky, une brique, mais au-delà, il y a les réseaux intelligents, tu y as fait allusion tout à l'heure. D'ailleurs, l'ADEME, au travers des investissements d'avenir, soutient des démonstrateurs au niveau de ces réseaux intelligents, parce que cette complexité, il nous faudra l'adopter. Alors, pour revenir à ce titre accrocheur du 100% ENR, ça ne veut pas dire que demain, l'objectif est de faire que les 100% ENR seront sur l'électricité. Il faut évidemment voir l'approche d'une manière plus globale, en prenant en compte tous les secteurs énergétiques, les différentes énergies. Parce que si on veut décarboner l'ensemble du système énergétique, il faudra évidemment s'appuyer sur une vision globale, comparer ce qui doit être fait, quel est le bon usage dans tous les domaines, bien sûr de l'électricité, bien sûr des carburants, mais aussi de la chaleur. Alors justement, la chaleur, c'est souvent la grande oubliée de toutes ces discussions. Quand on parle énergie en France, au bout de 10 minutes, on parle électricité, voire au bout de 12 minutes, on parle nucléaire. Comment rééquilibrer avec la chaleur ? Une grande étude se prépare ? C'est d'autant plus important que la chaleur, dont on parle trop peu souvent, comme vous le dites à juste titre, ça représente environ 40% des besoins énergie de la France. Donc c'est assez considérable. Pour la chaleur renouvelable, il est assez naturel d'évaluer localement quelles sont les ressources qui sont valorisables, parce que la chaleur, elle ne se transporte pas bien, en tout cas elle ne se transporte pas sur des longues distances. L'adéquation de la production avec les besoins locaux est là vraiment une évidence. Et au-delà, évidemment, de la mise en œuvre, on ne doit jamais l'oublier au travers de nos discussions, de l'objectif d'efficacité énergétique. Mais peut-être qu'on ne sait pas, tout le monde dans la salle, que l'ADEME gère un de ses fonds emblématiques qui est le fonds chaleur. Et malgré les difficultés économiques, la situation économique, le prix du gaz bas, on peut se féliciter des bons résultats qu'on a connus en 2015, puisque le fonds chaleur, qui est créé à hauteur de 220 millions, a réussi à quasiment distribuer la totalité de ses fonds, puisque c'est un peu plus de 218 millions de subventions qui ont été développées en 2015, avec une perspective de 240 000 TEP ENR qui seront produits donc ainsi chaque année. Ça correspond, et c'est pas rien, à 380 nouvelles installations et plus de 175 km de réseau de chaleur. C'est un système d'aide efficient, reconnu en termes d'efficacité de politique publique, reconnu à plusieurs reprises par la Cour des comptes. Je disais, c'est un système d'aide efficient puisque le coût en argent public est d'environ 45 € par TEP produite sur 20 années. Le fonds chaleur est donc aujourd'hui un outil efficace, mais un outil qui a aussi ses limites, puisque pour atteindre nos objectifs, non seulement il faudrait faire perdurer le travail déjà accompli, mais il faudra aller dans une perspective de doublement. D'ailleurs, au-delà du fonds chaleur tel qu'il est géré par l'ADEME, il y a dans le cas du fonds de transition énergétique, la ministre a obtenu un arbitrage pour aller dans une perspective de doublement du fonds chaleur, mais on voit que c'est difficile et c'est pour cela qu'on s'interroge et qu'on a commencé à faire évoluer l'accessibilité à ce fonds chaleur avec évidemment les parties prenantes, avec les industriels, notamment en élargissant le fonds aux problématiques de récupération de chaleur fatale industrielle, un gros potentiel, la mobilisation de la biomasse forestière, les systèmes de garantie de risque géologique, notamment dans la géothermie profonde, mais aussi en intégrant des nouvelles technologies comme la production de froid par exemple, ou de passer à une échelle supérieure en ce qui concerne les grandes installations solaires thermiques. On ne peut pas nier évidemment que le contexte est difficile. C'est difficile de vendre entre guillemets des projets de chaleur renouvelable quand le prix du baril est à 30 $ et que derrière le prix du gaz, il est aussi corrélé plus ou moins à ce prix. Et donc, pour nous, l'intérêt des porteurs de projets dans les ENR,
forcément décroît un peu, surtout si on a une vision court-termiste, et donc on doit essayer de ne pas s'arrêter à cette vision court-termiste. Évidemment, l'ADEME est très consciente de ces difficultés, et donc on pense que dans ce contexte, il faut encore donner de la souplesse, de l'attractivité à ce fonds chaleur. On évolue. Hier, on était en discussion avec le COMEX, d'un de nos grands clients du fonds chaleur, pour justement voir comment on peut rendre le fonds encore plus attractif et l'adapter à la réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui. En tout cas, pour un industriel digne de ce nom, c'est important de pouvoir, même quelles que soient les difficultés, de se diversifier, parce qu'il est toujours bon de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais à l'ADEME, on essaye de pousser les murs par rapport à cette concurrence du gaz. On travaille avec les équipes pour justement, au-delà des niveaux d'aide, aller dans des dynamiques supérieures, notamment avec des perspectives d'avance remboursables. On peut encore faire mieux, mais ça a des limites. Peut-être aussi que et c'est inscrit dans la loi, et c'est inscrit dans la loi de transition énergétique, mais aussi dans la loi de finances. Il y a la nécessité d'un rééquilibrage de notre fiscalité, notamment avec la taxe carbone qui maintenant est engrangée. Alors certains penseront que ça ne va pas assez vite. On peut penser que, évidemment, d'aller plus vite dans un rééquilibrage et non pas des taxes supplémentaires de la fiscalité écologique, c'est toujours plus facile à faire quand les prix sont bas, parce que ce qui est en cliqueté, on n'y revient pas, et tout en étant évidemment soucieux de la compétitivité des entreprises et en préservant le pouvoir d'achat. Un contexte d'énergie pas cher qui doit donc aussi nous inciter toujours à investir dans l'efficacité énergétique, mais aussi et surtout dans l'innovation pour rendre encore plus compétitives les ENR. Il n'y a pas de compétitivité des ENR sans innovation. Bruno Legevin, la ministre l'a rappelé ce matin, elle a confirmé le doublement du fonds chaleur. D'ailleurs, si vous avez votre smartphone sur vous, vous pouvez le vérifier, puisque ce discours est déjà sur le compte Twitter du syndicat des énergies renouvelables. Une dernière brève question, Bruno Legevin, que faut-il retenir des investissements d'avenir de l'ADEME qui sont au cœur de l'innovation et qui rentrent dans leur seconde phase PIA2 ? Les investissements d'avenir, le PIA qui est porté par l'ADEME dans les champs de compétences qui sont les nôtres, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui donne des perspectives évidemment très importantes. Depuis 2010, nous avons soutenu avec le PIA plus de 300 projets. On commence à avoir des résultats, dont une petite centaine dans les énergies décarbonées, ENR, stockage réseau. En ce moment, 22 guichets d'ouvert, 22 appels à projets. Alors, souvent, on a pensé, peut-être parce qu'au début, c'était un peu compliqué, que d'accéder aux investissements d'avenir, c'est lourd, c'est long, c'est compliqué, c'est pas pour nous. Mais c'est une erreur. On a eu notre courbe d'apprentissage, maintenant on est rodé, on s'est adapté, on est en capacité de pouvoir aller très vite en faisant bien pour autant, parce qu'on doit bien dépenser l'argent public, notamment les investissements d'avenir. Ce n'est pas simplement pour les très gros groupes, pour les très grosses entreprises, c'est aussi pour les PME. Il y a eu une belle initiative, appel à projet PME, qui a très bien fonctionné, il y en aura d'autres. Les IA, maintenant, ça va vite. Venez nous voir, prenez contact. En 3 mois, vous saurez si vous serez financé et pour combien. Il y a un guichet spécifique qui est ouvert pour les PME. On a maintenant, avec ce guichet, une capacité de soutien de 100% de subvention, avec l'appel à projet Initiative PME qui est dédié aux ENR. Attention, c'est la clôture en mars. Nos exigences en termes de dossiers se sont simplifiées, elles aussi. Elles sont adaptées à l'ampleur des projets. Ces projets, ils font l'objet d'une instruction accélérée, et c'est très important pour être dans le bon tempo des entreprises. Mais rappelons, pour conclure sur ce sujet de l'innovation technologique qui est indispensable, et l'ADEME est dans son job pour accompagner et stimuler cette innovation, elle est toujours à regarder, pas simplement dans l'innovation technologique. À l'ADEME, on aime bien dire que l'innovation, c'est 50% de techno, mais c'est aussi 50% de comportement. Et donc, pour que cette transition énergétique et écologique réussisse, évidemment, ce matchage entre
innovation technologique et évolution des comportements est tout à fait indispensable. Et donc, il faut permettre aussi là une logique d'appropriation pour que ces changements comportementaux et organisationnels, ça progresse, parce que l'engagement de tous les acteurs, c'est forcément nécessaire pour pouvoir faire émerger de l'innovation. Mais il est toujours pour la déployer, il est encore plus pour la déployer, parce qu'on est dans un processus, et vous le dites depuis ce matin, d'accélération, de généralisation. Merci Bruno Legevin. Le changement de comportement, on va y revenir tout à l'heure avec notre anthropologue. Juste avant, Elisabeth Hérault, vous êtes présidente directrice générale de la CNR. François Brotte a évoqué tout à l'heure ce long fleuve dont vous valorisez les ressources et qui traverse de nombreux territoires. Comment ces territoires que vous traversez s'y retrouvent-ils? Quelles sont les retombées économiques, environnementales, sociales sur lesquelles ils peuvent compter, puisque vous valorisez votre mix 100% énergie renouvelable valorise 100% de ressources locales. Mais quid des retombées pour les territoires? Là, on peut dire qu'on est assez anticipateur, puisqu'en fait, la naissance même de la CNR, il y a maintenant presque 80 ans, a été, je dirais, une anticipation à ce qu'on voit aujourd'hui, puisque un homme visionnaire, qui avait d'ailleurs une stature à la fois nationale et territoriale, il a été maire de Lyon pendant presque 50 ans, avait imaginé créer une société 50% publique, 50% privée, dont l'objectif était de produire des énergies issues du Rhône, de façon à mettre les recettes de ces énergies issues du Rhône au service des territoires, dans leur aménagement, à la fois dans la partie navigation, création de ports, zones d'activité économique, mais aussi tout ce qui touche l'agriculture, c'est-à-dire l'irrigation. Donc on voit que c'était très anticipateur, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup dans les énergies renouvelables de l'importance que les territoires vont avoir, et je pense effectivement que c'est déterminant. Pour des tas de raisons. D'abord parce qu'on assiste aujourd'hui à une multiplicité des outils de production, donc qui vont être de plus en plus intégrés dans les territoires, et qu'il n'est plus imaginable aujourd'hui que les territoires ne participent pas en fait au choix de cette production d'énergie. On passe d'un système extrêmement centralisé où les territoires n'avaient pas grand-chose à dire à un système très décentralisé où les territoires ont leur mot à dire. Au-delà des territoires, je voudrais dire qu'il faut qu'on élargisse aussi à tout ce qu'on appelle les parties prenantes, puisqu'on voit aujourd'hui combien le fait de développer, particulièrement en France, où nous sommes, je dirais, remplis d'imagination, combien il est difficile aujourd'hui d'obtenir les autorisations de tout, que ce soit d'ailleurs des outils de production d'énergie ou des outils d'aménagement du territoire. Et donc on voit bien que plus on se rapproche du territoire et des parties prenantes qui vivent sur ce territoire, et plus on pourra développer les énergies qui concernent ce territoire. Donc la CNR est en fait extrêmement en anticipation sur ce sujet. Je voudrais rajouter aussi, parce que j'écoutais effectivement depuis ce matin, on parle beaucoup de ce monde qui a bougé, qui a changé. Je crois aussi qu'on ne peut plus aujourd'hui imaginer avec les instruments qui existent, vous disiez à l'instant que le discours de Ségolène Royal est déjà sur le compte du syndicat des énergies renouvelables. À l'instant où on parle, où certains font des annonces, ça part partout dans le monde. Donc on ne peut plus imaginer en fait que le développement des énergies qui sont essentielles à notre vie, que le développement des énergies se fasse en dehors et sans les gens concernés. Donc les territoires, c'est la maille, je dirais, la plus proche de tous ces gens qui vont utiliser l'énergie. Michel Saban vous écoute avec attention. Alors vous avez écouté le duo de nos gestionnaires de réseau. Le jeu d'acteurs réseau est lui aussi en train d'évoluer. J'ai un peu l'impression que les châteaux forts aspirent au style Renaissance en ce moment. Est-ce que vous avez envie de jouer une place au milieu de cette mutation ? On a non seulement envie, mais on la joue déjà. François Breton a parlé tout à l'heure. Moi, je confirme que même si je défends les énergies renouvelables, et moi je crois aux 100% renouvelables un jour. Alors ça ne sera pas 2050, je l'ai déjà dit à Bruno Legevin, c'est pas le sujet. Le sujet, il est qu'effectivement, dans une étude prospective, il faut accepter de changer de modèle et de changer de monde. Et c'est en cela que l'étude qui a été faite, je la trouve très intéressante. Mais au-delà de ça, même si nous développons du 100% renouvelable, et j'ai même envie de dire
encore plus si nous développons du 100% renouvelable. Comme l'a dit François Brottes, nous aurons encore plus besoin des réseaux. Nous ne pouvons pas imaginer que chacun va... alors vous parlez de château Renaissance, oui c'est tout sauf des châteaux justement. Le principe du château c'est que chacun va se réfugier chez lui, alors qu'en fait le développement des énergies renouvelables, même si on parle des territoires et d'un développement local, il y a la nécessité de relier toutes ces énergies les unes entre elles et sortir d'ailleurs effectivement du territoire français en pensant que, on n'a pas parlé encore ce matin de l'union de l'énergie, mais aujourd'hui l'Europe clairement travaille sur une harmonisation justement de tout ce système de production et de distribution. Donc à ce titre-là, nous, il y a déjà quelques années, nous avons développé au sein de la CNR tout un système qui nous permet en fait d'injecter une énergie la plus précise possible au moment le plus précis possible. Donc nous avons réuni dans une même salle des prévisionnistes qui nous permettent aujourd'hui de prévoir le débit du Rhône à 3% près. Nous avons réuni l'équipe qui pilote tous les ouvrages en centralisé et nous avons aussi toutes les équipes qui nous permettent d'accéder en direct au marché et donc d'adapter avec ce trio, je dirais de s'adapter aux besoins. Ça, nous le faisons pour le Rhône et nous avons aussi depuis quelques années développé la même chose pour l'éolien et le photovoltaïque parce que même si nous sommes encore en obligation d'achat, je pense que nous préparons la sortie des obligations d'achat comme beaucoup de gens qui sont dans la salle et lorsque nous sortirons des obligations d'achat, il faudra que nous acceptions qu'il existe un marché et qu'il faut s'adapter à ce marché. Et je pense que les réseaux, nos opérateurs de réseau ont besoin d'avoir des acteurs le plus fiables possible pour pouvoir piloter ce que François Brottes racontait entre les abstinents, les intermittents, etc. Il faudra bien qu'on arrive à jongler avec tout ça. Alors la CNR, effectivement, le fait depuis des années. C'est vrai que quand on visite ce que nous faisons, il faut savoir que, alors même que nous n'avons pas d'énergie de stockage, puisque nous avons une énergie au fil de l'eau, nos équipes CNR ont tellement affiné les systèmes que chaque jour nous déplaçons l'équivalent d'une tranche nucléaire selon les heures. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes capables de retenir un tout petit peu le Rhône et de le relâcher un peu après pour pouvoir mieux répondre à la demande. Nous le faisons sur le photovoltaïque et l'éolien, et donc nous sommes prêts aussi. Et donc à ce titre, dans tout ce qui va se passer, CNR a vocation à jouer un rôle d'agrégateur pour tous les petits producteurs. Et donc moi je me réjouis aujourd'hui de l'évolution du marché parce que je pense que la compétence que nous avons développée, comme d'autres d'ailleurs, je rappelle que nous sommes petits, nous représentons 3% de la production de l'énergie en France, qui est à la fois très petit, en même temps c'est significatif. Donc il y a beaucoup d'autres acteurs qui, je l'espère, suivront notre modèle. Alors une dernière question, petit mais innovant. Tout à l'heure, François Brottes évoquait justement ce fil de l'eau, difficile à retenir, difficile à stocker. Vous travaillez sur des méthodes de stockage un petit peu plus innovantes, dont on est en ce moment d'ailleurs en train de parler au Parc Floral de Paris, où il y a un gros salon qui se déroule, qui s'appelle iVolution, pardon. Alors, oui, il y a, pour jongler avec ce qu'on appelle l'intermittence, il y a la nécessité de travailler sur comment injecter, comment répondre à la demande, comment être en permanence, puisque l'énergie, par définition, il faut effectivement qu'on la délivre au moment où elle est appelée. Et donc, au-delà de tout ce que nous faisons déjà, de gérer en fait le marnage sur le Rhône, de gérer la prévision, etc., nous avons souhaité travailler sur l'hydrogène, mais l'hydrogène durable. Nous sommes un petit acteur, donc notre volonté n'est pas de rivaliser avec les gros, mais à notre échelle, nous avons constaté que finalement, si je le fais simple, le Rhône, il coule tout le temps. Puisque c'est une énergie au fil de l'eau. Donc il coule tout le temps, et comme il coule tout le temps, il coule pas toujours au moment où on en a le plus besoin. Il coule parfois plus la nuit d'ailleurs que le jour. Donc si on arrive à déplacer un petit peu d'énergie, on n'arrivera jamais à retenir le Rhône. Donc l'idée, c'est d'utiliser en fait cette énergie que le Rhône est capable de dégager, de pouvoir la stocker au moment où on en a le moins besoin sur les marchés. C'est-à-dire, il y a des heures de la journée et il y a des heures de la nuit où nous pouvons produire effectivement de l'électricité, puisque le Rhône nous permet de la produire, mais au lieu de l'injecter sur le réseau, c'est de la transformer en hydrogène. C'est pour ça qu'on appelle l'hydrogène durable, puisque c'est de
l'hydrogène qui est issu de l'électricité verte produite par le Rhône et de l'eau du Rhône. Donc cette électricité que nous arriverons à stocker, elle aura pour vocation soit d'être distribuée au moment où on en aura besoin, soit d'aller vers le monde industriel, soit d'alimenter aussi des expériences que nous menons en mobilité durable, puisqu'avec des partenaires, nous travaillons aujourd'hui sur des cartouches, par exemple, qui permettent d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques. Donc on voit qu'il y a de multi-usages. Je voudrais dire que ce qui est intéressant, pour revenir à votre première question, sur le fait que nous soyons aussi intégrés dans les territoires, ce qui est intéressant, c'est que par exemple sur la partie hydrogène, non seulement nous travaillons sur l'hydrogène durable, mais nous essayons de créer autour, je dirais, des compétences de CNR, ce qu'on appelle des filières. Et Ségolène Royal en a parlé tout à l'heure. Je pense que l'un des sujets majeurs de notre pays, c'est que nous avons des idées, mais hélas, nous sous-traitons souvent en fait la production à d'autres pays. Et je pense qu'il faut que nous travaillions aussi à créer ces filières. Et donc, par exemple, sur l'hydrogène durable, nous travaillons avec des petites entreprises. Je l'ai dit petites, j'ai dit moi-même que nous étions petits. Donc, ce n'est pas péjoratif. Ce sont souvent des start-up qui travaillent, qui ont des idées et qui travaillent avec nous pour qu'on arrive à créer ces filières. Je pense à McPhy, mais j'ai envie de dire que nous travaillons aussi avec le CEA à Grenoble et à Chambéry, ça a été cité tout à l'heure. Voilà, je pense que autour d'un acteur territorial, d'un acteur de taille, je dirais, relativement modeste, avec des idées, qui se veut être un laboratoire des énergies du futur demain, nous sommes capables de contribuer à la création de filières métiers qui accompagnent le développement des énergies renouvelables. Merci Elisabeth Hérault. On va revenir sur le stockage, sur une autre forme de stockage avec votre voisin de gauche, qui est un industriel, donc Hans-Dieter Kettwig. Il est le CEO d'Enercon. Hans-Dieter, innovation, it's a kind of leitmotiv. No, I'm speaking in English. You can take it. Oui, je sais, on s'en rend pas très compte. Hans-Dieter, guten Tag. Innovation. Das ist ein Leitmotiv für Enercon. So, what do you answer to the two TSO and DSO? Are you disturbing their grids, or are you proposing some solutions with Enercon machine? Yeah, it's not so easy to answer. As a manufacturer, day by day we think about the next steps we must do in our wind turbines, because we know about this grid challenges. Since 25 years, Enercon use variable synchron generators for our wind turbines and a full scape of converters. And for me, I'm a commercial guy, and for me, I learned from my engineers, they're working since 25 years to understand the grid operators, and the grid operators work with us 25 years in Germany and worldwide to understand wind turbine manufacturers. And what I heard today is the same things that in Germany many grid operators tells us now. In Germany, Enercon only installed 18,000 megawatt on wind turbines. You know the story from Germany. Now we have 41,000 megawatt wind turbines installed. Last year, 3,500 megawatt. Then solar, 50,000 megawatt. And some days on 12 o'clock, at 12 o'clock we have 100% green energy in the grid. We think that is, on one side, is very positive. On the other side, we also know that with help with our neighbor countries, we can balance the grid. And we think in Germany we have the targets till 2025, 40% green energy in the grid. And as I today learned, thank you very much for that, that France has also very big targets for the future. And we think what we need is that the people speak together. As you said, we don't need castles. We must speak very open. And the green energy is, I would say, I'm working in the house of Enercon since more than 28 years. And now we are there. Our founder said to me in the last 20 years, the day will come that the industry and we must work together because we are in the market. And we think in Germany now it comes
after 2018 the green energy is in the market, and the industry must accept that the green industry is there, and the grid operators and the normal generators like nuclear or coal must accept the green way is there. And we must find a way that they speak very open. And I think that is the solution, that the green energy must accept that it's an old industry, and the old industry must accept they have a big challenges to do for the next years. And we need, as in Germany, 100% intelligent grids, 100% intelligent wind turbines, and the communication between wind and grid, and then the storage for the next steps and so on. And we need also big data for the wind measurements, for the solar, for the everything, that preparing what is happening in the grid must be further. You mentioned the storage. What about your experimentation to strengthen the part of renewable energy on the grid? You try to link your machine to a big storage. What kind? Yeah, in some areas we install more than 400 megawatt by Enercon machines, and the step in the last 2 years was to find a way to have the fluctuation down in the grid. And so with our partner, with a customer from us, we installed a 10 megawatt storage system, and so now we are able to reduce the fluctuation in the grid. But on the other way, we work with our grid operator nearby Aurich, Ostfriesland. They are installed more than 1,000 megawatt and wind turbine in our area, 45 kilometer diameter. We install 1,000 megawatt. And the next step is with the grid operator to find a way with storage system to bring this 280,000 people completely on the green grid. That means we need storage systems, but forgive me this open word, we must forget that the storage is the solution for the problems. I think we need also 5 or 10 years or 15 years to have the right storage system. We can dream about a central storage system. It will not function. We must think in decentrale storage systems, and that is what Enercon is fighting for, to understand we need little storage systems, small storage systems, and for individual solution for many regions. And that we are working in Germany, and we see also is in France a lot of potential to make it in the regions. You send us one slide to illustrate your experimentation. Maybe on peut peut-être la voir. Véronica, merci. So, with your comment. Yes, that is our storage system in Brandenburg. There roundabout are 400 megawatt and wind turbines, and that is a 10 megawatt storage system. The electronic parts comes from Enercon. The battery storage comes from LG. And yeah, it works. And the cooperation partner is a customer from us, and the fluctuation for the grid is Vattenfall is using this storage system. It's successful, but it shows only a small piece. We think in 10 years the system can be doubled on the same size. So also the development of storages, we heard it today from the decreasing of the solar panels, of the kilowatt hours in solar. I think we are on the 10%, and the next 5 or 10 years this storage system could be much bigger or intelligenter and something else. But the communication between the wind turbines and the storage system, it works. One last question. We heard a lot in France about renewable energy in Germany. Are they really a strong field of activity, and what about the jobs? Germany is today is discussing the feed-in tariff. We discuss a lot with politicians about the next steps, and we discuss also the system of tender auctions and so on. But also in Germany, we are fighting for that the politicians understand that the acceptance of wind turbines and solar panels and so on
you can have only the acceptance that if you put the region in the position that they can have one piece of cake of this wind turbine or of the solar panel. So then you have acceptance. In Germany, now we have the grid discussion is always there, but in Germany we discuss a lot about acceptance of wind turbines. And so we must also make more positive. And for Germany, you know the story, the ramp year by year goes like that. 2,000 megawatt is normal to install wind turbines. In the last 2-3 years, in 2014 installed 4,500 megawatt wind turbines. Last year 3,500. The ramp goes like this. And if we understand that the ramp is going like this, then you have always the acceptance is much better. That is at this moment the discussion in Germany. And the discussion clearly is the cost, what has happened in the future. Okay, thank you very much, Hans-Dieter Kettwig, for this testimony. Arnaud Chaperon, vous êtes directeur prospective, relations institutionnelles à la direction énergie nouvelle de Total. Vous avez maintenant une expérience mondiale du développement des énergies renouvelables en général et du solaire en particulier. Donc, vu du pétrolier, quels sont les enjeux stratégiques, quelles sont les échelles maintenant, quels sont les nouveaux équilibres? C'est une bien large question. Je vais me concentrer sur le solaire, si vous me permettez. Sur le solaire, ce que je note dans le monde, effectivement, c'est que l'année 2015 a été une année très faste, une bonne année, avec globalement entre 54 et 57 gigawatts ont été déployés dans le monde, ce qui fait un taux de croissance d'à peu près 20% par rapport à 2014. Les coûts ont continué à baisser, c'est-à-dire que les industriels, les manufacturiers dans l'amont ont continué à progresser sur leur baisse de coûts, conformément d'ailleurs avec les attentes, ce qui est un bon point. Donc une année favorable. Et ce que je note aussi sur l'année 2015, qui a été mentionné un petit peu, c'est une forme de transition. Au début de cette histoire photovoltaïque, on parlait toujours de dollars par watt. Et puis on est passé au dollar par kilowattheure. Puis là, on commence à rentrer dans la vraie phase, on va dire la phase des années à venir, c'est-à-dire la vraie vie avec à quel prix allons-nous vendre sur les marchés le kilowattheure solaire. Ça se voit au Chili, par exemple, où aujourd'hui, quand vous avez beaucoup de soleil et pas mal d'installations, vous voyez les prix qui tombent à zéro pendant quelques heures, enfin pendant quelques temps. Donc la vraie question qui se pose, c'est effectivement le prix réel auquel on va vendre le solaire dans le futur. Et donc, ça nécessite cette approche systémique qui a été mentionnée, c'est-à-dire de regarder le solaire dans son environnement global, l'intégration dans les réseaux, ou lorsqu'il n'y a pas de réseau, quelles solutions apportons-nous en termes d'hybridicité ou d'autres solutions, mais qui vont donner à la fin une valeur à l'électricité et donc une valeur au solaire. Et donc on rentre dans cette phase-là, je pense que c'est le début, et c'est ce que je note en 2015. 2016, si on se lance dans quelques prévisions, je pense qu'on aura du mal à faire les 20%, parce que 20% de croissance, c'était quand même beaucoup pour l'industrie. On ne pourra pas faire 20% tous les ans. Donc je pense qu'on a de bonnes forces positives pour continuer à croître. COP21, créer une dynamique. Je crois aussi qu'on a ce qui s'est passé aux États-Unis, à savoir un éclaircissement sur 5 ans, le renouvellement de l'Investment Tax Credit sur 5 ans, à partir de fin 2016, qui donne une visibilité en termes de l'environnement pour les industriels. Ce qui s'est passé en Californie, qui était un petit peu moins mentionné dans les médias, à savoir pour 3 ans le renouvellement de tout ce qui touche au net metering, qui est aussi un environnement favorable pour le solaire, en tout cas en ce qui concerne la Californie. Donc on voit en Inde des choses très positives qui se passent. En revanche, on a quelques interrogations sur le marché chinois. Il n'est pas certain que le marché chinois, qui aujourd'hui représente 16-17 gigawatts en 2015, qui fait le premier marché mondial, devant le Japon, 9 gigawatts, les États-Unis qui sont en train de rivaliser avec l'Europe, autour de 8,5, mais l'Europe était plutôt en stabilisation après une forte baisse, et les États-Unis sont sur une forte croissance. Donc, des vents, on peut avoir des interrogations sur la Chine, forte croissance en Inde, l'Europe, quelques interrogations, et les États-Unis, de bonnes perspectives avec ce que je viens de mentionner. Les prix vont continuer à baisser, ce qui est plutôt favorable dans ce sens. Donc globalement, quand on regarde l'ensemble de cet environnement 2016,
Oui, une bonne croissance 2016 par rapport à 2015, donc une dynamique qui se poursuit, mais avec de manière récurrente cette question qu'on va avoir de l'intégration des renouvelables dans les réseaux, donc du solaire dans les réseaux, et donc de la valeur intrinsèque du solaire derrière. Alors, vous venez de dire les prix vont continuer à baisser. C'est également le cas du baril de pétrole. Difficile d'éluder cette question puisqu'on a quelqu'un de Total avec nous. On en parle déjà pas mal depuis ce matin. Même si cette baisse des prix est stratégique, politique, enfin, tout ce qu'on veut, le pétrole coûte toujours aussi cher à aller chercher. Quel va être l'impact de cette baisse des prix des hydrocarbures sur le développement des énergies renouvelables en général et de votre activité solaire en particulier ? Oui, alors la question était un petit peu traitée ce matin. Je vais vous donner mon point de vue. Mon point de vue, c'est que autant la baisse des hydrocarbures touche des énergies renouvelables comme les biocarburants, donc la biomasse, biocarburants, les biotechnologies, peut-être aussi celles qui sont davantage sur la chaleur, comme Bruno le disait. En ce qui concerne les énergies renouvelables dans l'électricité, l'impact n'est pas direct. Donc il faut être nuancé là-dessus. Lorsque vous mettez du solaire sur votre toit, vous êtes en compétition sur l'électricité de détail. L'électricité de détail, elle n'est pas affectée directement par la baisse des prix du pétrole. Donc là-dessus, on peut penser que les énergies électriques, renouvelables électriques, s'en sortiront mieux et que l'impact est quand même relativement modéré. Je vois plus un impact sur la baisse du prix du pétrole sur l'environnement financier mondial, vous voyez, sur l'environnement économique mondial, qui lui peut avoir un impact sur le développement des renouvelables dans le monde, puisque en ce qui concerne le solaire ou l'éolien, c'est quand même un investissement initial qu'on met, et donc il faut le financer, et ensuite les coûts opératoires sont des coûts marginaux. Donc l'environnement économique qui va conditionner les taux d'intérêt, les risques qu'acceptent de prendre les banques et les systèmes financiers sont très importants. Une dernière question pour revenir au cœur du sujet de cette table ronde, l'innovation. Cette innovation, elle est présente aussi bien au cœur du hardware de l'énergie, les réseaux, le stockage qu'on vient d'évoquer. Elle est présente également aussi au niveau du software de l'énergie, toutes les plateformes digitales, l'arrivée du numérique dans l'énergie. Comment est-ce que Total intègre cette innovation et cette révolution énergétique ? Oui, alors je vais vous faire trois éclairages. L'un sur le solaire proprement dit, un autre sur le stockage par batterie, et puis un sur l'électricité digitale, si je fais un raccourci, et donc toute l'innovation digitale. Sur le solaire proprement dit, aujourd'hui, on travaille à la fois sur améliorer les performances des panneaux photovoltaïques et leur durée de vie, le rendement sur le soleil incident, etc. On travaille aussi sur la baisse des coûts du panneau, bien entendu, et puis tout ce qui touche autour du prix du panneau. Je rappelle qu'aujourd'hui, un panneau photovoltaïque représente moins de la moitié du coût du solaire installé, que ce soit sur un toit ou sur une ferme solaire. Sur une ferme solaire, c'est un peu moins de la moitié, mais sur une toiture, ça peut être que 25 ou 30%. Donc, tout ce qui touche autour de l'installation, donc des onduleurs, des connectiques électriques, des boîtiers, etc., tout ceci est en train de baisser et dans tous ces secteurs, nous avons des améliorations technologiques. Je vous cite par exemple les micro-onduleurs. Aujourd'hui, on met des onduleurs connectés à Internet sur chacun des panneaux photovoltaïques. C'est quelque chose d'entièrement nouveau aujourd'hui et à des coûts équivalents. Donc là-dessus, vous avez des améliorations en permanence incrémentales qui permettent de baisser rapidement les coûts du photovoltaïque. On est en train de standardiser complètement les mécanismes d'installation, de les professionnaliser, si vous voulez, d'aller jusqu'à un moment, on pourrait presque aller jusqu'à des plug and play beaucoup plus rapides et qui permettent d'économiser en termes de coûts. Donc ça, c'est au niveau du solaire, donc de l'installation photovoltaïque. Des progrès importants sont faits et vont encore être faits dans le futur avec des gisements importants derrière. Deuxième chose, les stockages. Alors le stockage par batterie, Total, je remercie Robert qui l'a mentionné, nous avons investi dans quelques startups, des participations minoritaires, donc Ambri aux États-Unis, qui est une émanation du MIT. On a investi dans Akion, dans différentes sociétés. Nous investissons aussi dans des écosystèmes qui permettent de combiner stockage, batterie, photovoltaïque, qui sont des sociétés comme Sunverge ou Stem aux États-Unis et d'autres.
et cet écosystème nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de cette intégration systémique du photovoltaïque aujourd'hui sur le résidentiel, sur le commercial, voire sur les fermes solaires. Donc ça, c'est important. Le stockage, on n'en est qu'au début. Les coûts, évidemment, baissent. Ce qu'il faut regarder après, c'est l'usage que vous en faites. Si vous êtes dans le résidentiel, un Allemand par exemple, vous allez payer votre électricité à peu près 29 centimes d'euros par kilowattheure. Une installation photovoltaïque vous génère une électricité autour de 12-13. Évidemment, vous avez très intérêt à autoconsommer le maximum de ce que vous pouvez. Et pour autoconsommer le maximum de ce que vous pouvez avoir un intérêt économique aujourd'hui à investir dans une batterie. Ce sera encore plus vrai demain d'ailleurs. Donc ça, c'est un intérêt individuel. Au niveau de la collectivité du système, il n'est pas du tout évident que ce soit l'intérêt ou l'optimum économique du système global. Le système global peut avoir un intérêt autre d'utiliser du Demand Management Response ou d'autres moyens qui apportent de la flexibilité au système. On est au début de l'histoire du stockage. Les coûts baissent. Nous, on est en train de regarder un petit peu, de mieux comprendre de l'intérieur, qu'est-ce qui est en train de se passer, jusqu'à quel niveau de coût pourrons-nous aller. Est-ce qu'on sera en dessous de $100 du kilowattheure, volume, du kilowattheure batterie, ou est-ce on pourra aller même encore plus bas? Tout ça, ce sont des questions qui sont importantes dans le futur, mais ce n'est pas la question immédiate. Le digital, par contre, ça, c'est une question immédiate. Là, c'est un déploiement massif, c'est des perspectives considérables. Et donc, je rappelle que autour du digital, vous avez tout ce qui est les capteurs, donc tout le hardware, les capteurs, les différents boîtiers, les compteurs intelligents, tout ce que vous avez comme hard. Puis ensuite, vous avez la partie soft, la partie logicielle, sur laquelle vous avez de plus en plus d'algorithmes. C'est des maths, de plus en plus compliqués, avec de plus en plus de données intégrées pour extraire de la valeur de ces données. Vous avez des algorithmes apprenants, prédictifs, et ceci, nous travaillons aussi sur ces domaines. Et puis ensuite, vous avez le troisième élément de la pyramide, si on peut dire, c'est-à-dire les services et les solutions que vous apportez. Par exemple, les métiers d'agrégation. L'agrégation peut être l'agrégation de producteurs d'énergie décentralisée, c'est-à-dire ces milliers de producteurs qui ont des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques sur des fermes solaires, qui auront du mal à vendre leur énergie sur un marché électrique complexe et qui donc vont passer par les services d'un agrégateur qui, lui, va utiliser le digital comme un de ses principaux moteurs, une plateforme d'agrégation. Ça peut être une plateforme d'agrégation en aval qui va agréger des millions de consommateurs pour pouvoir leur fournir de l'électricité ou pouvoir agréger du Demand Management Response, de l'effacement. Là. Et donc, ça, c'est des nouvelles technologies, ces technologies d'agrégation. C'est aussi toutes les technologies de service, c'est-à-dire quand vous avez chez vous une batterie, des panneaux photovoltaïques, votre consommation, votre voiture hybride rechargeable, vous avez un écosystème. Cet écosystème, vous devez l'optimiser. L'optimisation, c'est d'avoir l'interopérabilité de l'ensemble de vos capteurs, de vos usages, et d'avoir derrière un logiciel intelligent qui vous permet de pouvoir optimiser l'énergie de votre maison, de votre consommation. C'est tout ça qui est en train de bouger, et c'est là-dessus que Total, dans la partie énergie renouvelable, je rappelle que le solaire fait partie de nos 4 principaux, donc puisque nous sommes pétroliers, nous sommes des gaziers, et nous sommes aussi dans l'énergie solaire, et nous sommes bien sûr dans l'aval, dans le raffinage. Sur le sujet de l'énergie solaire, dans le top 10 des industriels, vous êtes à quelle position? On est dans le top 3 en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui. SunPower, SunPower aujourd'hui est dans le top 3 mondial en termes de chiffre d'affaires. Et en revanche, il est dans le top 10 en termes de manufacturier. C'est-à-dire sa capacité en gigawatts par an. Mais comme nous vendons des gigawatts qui ont des rendements nettement plus supérieurs à ceux des autres, et en même temps que nous vendons beaucoup plus en aval avec une valeur ajoutée, jusqu'au kilowattheure, évidemment, ça, sur le chiffre d'affaires, ça permet d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé. Et donc, quand on se compare à d'autres, on est aujourd'hui dans le top 3.
Merci Arnaud Chaperon. Je précise au passage que si on avait eu beaucoup plus de temps, Hans-Dieter Kedvik nous aurait expliqué qu'il propose également des contrats d'entretien et de maintenance, que l'industriel Enercon propose aussi des contrats d'entretien et de maintenance qui intègrent justement de l'intégration de production. Alors Dominique Desjeux, on arrive au sociologue et à l'anthropologue. Première fois dans ce colloque du CERF que cette profession va pouvoir s'exprimer. Est-ce que chez les particuliers, voire dans l'inconscient collectif, il y aurait les prémices d'une sorte d'ubérisation de l'énergie, une volonté pour le particulier de reprendre les choses en main? Et est-ce que finalement ces énergies renouvelables ne seraient pas porteuses d'une évolution bien au-delà de la technologie, une évolution sociale? Alors, je vais essayer de répondre de façon directe et indirecte à l'ubérisation pour expliquer la façon de travailler d'un anthropologue. Par exemple, pour rappeler déjà que mes principaux clients, c'est EDF, par exemple par l'Observatoire de l'énergie, c'est l'ADEME. J'ai bossé aussi pour Total. J'ai aussi une PME qui s'appelle Albioma et qui développe de la biomasse à partir de la bagasse de canne à sucre. Et donc, un des premiers principes de mon travail, c'est de travailler avec tous les gens, quelle que soit leur énergie, pour essayer de comprendre les enjeux du système d'action que représente l'économie. Donc ça veut dire que j'ai une échelle d'observation et je vais partir du très très macro jusqu'au plus micro. Vous allez voir les exemples et l'ubérisation arrive là-dedans. Donc le premier point pour moi important, en termes extrêmement macro, et là c'est vraiment de l'anthropologie historique, c'est de rappeler que c'est en gros vers 1750, c'est ce que rappelle un historien américain qui s'appelle Pomerantz, qu'il y a eu la première grande divergence énergétique avec non pas l'invention du charbon qui existe depuis longtemps, mais l'invention de l'usage du charbon par les Britanniques, par les Anglais, dont Pomerantz rappelle qu'ils avaient plus de problèmes que les Chinois, dont le niveau économique était à peu près le même que celui de l'Europe de l'Ouest. On l'oublie aujourd'hui, mais c'était en gros le même niveau économique et l'Europe était en train de devenir une grande puissance alors que c'était rien du tout avant, en gros jusqu'au XVIe siècle. Donc premier point intéressant, c'est de montrer qu'il a fallu à peu près 250 ans pour arriver à une nouvelle convergence économique, tout ça à un niveau extrêmement macro, ce qu'on voit aujourd'hui, et que nous, on est en train d'essayer de sortir du système, disons, des énergies fossiles pour rentrer dans un nouveau système d'énergie renouvelable, et que les Chinois, où je vais depuis maintenant faire des enquêtes depuis une vingtaine d'années, eux sont obligés ou essayent de faire la même chose, mais en 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc ça, c'est le premier point intéressant en termes d'histoire, et qui va montrer que, deuxième point, je trouve aussi intéressant, qui est très anthropologique, j'ai pas de vision quant à l'avenir, j'ai pas de normes, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal quand j'analyse une société. J'essaie de comprendre le jeu des acteurs et la situation. Et il n'y a pas pour moi de bonne solution technique a priori, notamment autour d'un thème très français, mais pas que français, le gros ou le petit. Et très souvent en France, on pense que le gros est en énergie. Il y a un gros, c'est EDF, et derrière EDF, il y a le nucléaire. Je ne dis pas ça en termes d'opinion, je vous donne en termes de représentation. Le gros est méchant et dangereux, le petit est gentil. Bien évidemment, je ne pars pas de cette dichotomie, de cette différence-là. Et en fonction des situations, on verra qu'il y a des solutions locales faites par des petits qui sont plus pertinentes que des solutions centrales au niveau global ou mondial. Et on a très bien vu à travers les intervenants, bien évidemment, qu'en fonction des problèmes, notamment ceux de réseau, et je vais venir après au réseau pré-numérique, en fonction des problèmes de réseau, je peux avoir une échelle d'action européenne, voire mondiale, et une échelle d'action extrêmement micro, et qu'il n'y a pas une meilleure solution close, ce sont des agencements. On a posé la question des agrégateurs, qui est pour moi un problème central aujourd'hui. Pourquoi? Justement du fait de l'ubérisation, du fait des plateformes, prenons ce terme comme un joli terme qui montre aujourd'hui, au fond, à la fois qu'est-ce qui menace tout le monde et qu'est-ce qui donne une potentialité à tout le monde. Je fais une petite parenthèse que j'aime bien parce que j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, au fond, la première brique de l'agrégation, elle a été faite par Ikea. Je pense que Ikea a été le premier à court-circuiter, parce que c'est ça un agrégateur souvent, à la fois il transforme ce qu'on appelle l'intermédiation, les intermédiaires, prenons un terme beaucoup plus simple, des systèmes de distribution, il le transforme et il va donner au consommateur, à l'usager final,
des activités un peu plus importantes que ce qu'on lui donnait avant. Et IKEA a été le premier à déléguer à l'usager final le fait de finir son meuble. Je ne dis pas que le IKEA est le père d'Uber, mais quelque part, il y a une filiation, je trouve assez intéressante, qui nous montre l'importance des transformations dans lesquelles on est engagé aujourd'hui, et qui sont extrêmement importantes et qui me frappent, surtout quand je vois la Chine. J'aborde un troisième thème, parce que mon boulot était bien d'écouter et d'essayer, en écoutant, de dire qu'est-ce qu'on voyait comme anthropologue. Un de mes dadas, c'est les réseaux. Alors maintenant, je les appelle les réseaux pré-numériques, puisque quand on parle de réseau, on ne pense qu'aux réseaux numériques. En réalité, pour moi, les réseaux numériques sont des supports des réseaux pré-numériques. Et il se trouve, c'est très intéressant en matière d'énergie, que ma première enquête, mon premier réseau pré-numérique sur lequel j'ai travaillé en 1969, était le réseau des ingénieurs au corps des mines, suivi de près par le corps des ponts. Je suis donc ici au cœur de l'énergie nucléaire plutôt maîtrisée par le corps des mines et l'énergie électrique hydraulique plutôt par le corps des ponts. Je ne sais pas qui ici, X mine, X pont, peu importe, enfin pour ce que je raconte en tout cas, mais c'est important, pardon. Je les ai. C'est un point extrêmement intéressant, ça veut dire, et j'ai évidemment aucune théorie conspiratoire de tout ça, je regarde simplement que quand on veut comprendre les systèmes de décision, notamment dans le système français, mais ça marche partout, y compris aux États-Unis, contrairement à ce qu'on raconte. C'est bourré de réseaux aussi aux États-Unis, et du reste en sociologie, la sociologie des réseaux, là où c'est le plus développé, c'est en Amérique qu'il y en a le plus. Mais c'est évidemment vrai aussi en Chine, ce qu'on appelle les guanxi. Donc j'ai fait un tout petit mot en chinois, au cas où il y avait des Chinois ici. Mon chinois est très bon, mais ça fait 10 ans que j'en fais, parce que je pense que c'est important d'essayer de comprendre comment on fonctionne. Et quand je travaille avec des équipes, on travaille souvent en 3 ou 4 langues, même si j'en parle aucune des 3 ou 4, peu importe, c'est un moyen aussi de résoudre les problèmes. Donc l'autre point intéressant en anthropologie, c'est le travail sur les réseaux techniques, les réseaux humains et les réseaux d'information qui vont servir à résoudre les problèmes. J'avais noté aussi peut-être un point central par rapport à ce qu'on discute, et Uber me paraît au cœur de ça. À chaque fois que je réfléchis à quelque chose, je me dis qu'est-ce qui menace, y compris pour moi, à l'université, y compris à la Sorbonne où je suis professeur depuis 25 ans. Qu'est-ce qui menace la Sorbonne? Qu'est-ce qui menace l'université? Qu'est-ce qui menace EDF? Et j'ai souvent eu ces discussions-là. Et le modèle que j'ai en tête, il est intéressant, c'est le modèle Kodak. J'adore le modèle Kodak, non pas pour Kodak, mais ça montre simplement comment quelque chose de très puissant a disparu en quelque temps parce qu'une nouvelle technologie portée par des réseaux et des acteurs a transformé les règles du jeu. Donc tout le monde est menaçable, y compris Google, y compris les GAFA, les 4 aujourd'hui plus fortes capitalisations au monde, y compris ceux-là. Et donc sans arrêt, il faut réfléchir, qu'est-ce qui me menace et quels sont les atouts que j'ai pour ne pas me laisser, je prends un terme scientifique, bouffer par les concurrents. Dominique Desjeux, les professeurs d'université aussi, vous avez regardé le réseau des MOOC, les massives... Ah mais je suis convaincu que l'université est condamnée. Vous allez disparaître. Elle est aussi. absolument condamnée. C'est pour ça que je suis toujours à la marge de l'université et pas dedans. Je ne perds pas mon temps dans les discussions avec mes collègues, au sens institutionnel, parce que je pense qu'ils vont mourir. Et je vais vous donner un exemple simple. Nous sommes 170 profs de rang A. Rang A, c'est le maximum. On est probablement 170 à faire des courses au Max Weber. Un bon MOOC nous fera un très bon cours au Max Weber, un des pères de la sociologie allemande qui est très important. Eh bien, que vont faire les 169 autres? Je pose la question. Ils n'auront plus que leurs larmes pour pleurer. Voilà. Et donc aujourd'hui, je passe mon temps à regarder qu'est-ce qui émerge. Et je regarde ce qui émerge, ça c'est la grande force de l'anthropologie, qu'est-ce qui émerge en Chine, qu'est-ce qui émerge au Brésil, aux États-Unis, qu'est-ce qui émerge chez EDF. Je vois les transformations d'EDF, ça fait 25 ans que j'y suis, et je vais terminer avec ça, je vois que je viens de dépasser de 11 secondes. Je passe, vous voyez, de la géopolitique au médiasocial, les réseaux sociaux, et j'arrive dans le living, la cuisine, la salle de bain, et je poserai une seule question en forme d'ouverture. Donc je vais dans les livings chinois, américains, brésiliens et français, et j'observe une chose très intéressante depuis 25 ans sur l'énergie. Les gens ne savent pas ce qu'ils consomment. On leur a bien mis ce qu'on appelle des consommateurs intelligents, mais pas intelligents pour tout le monde. Et ce n'est pas une critique. Ils sont intelligents pour, si je me souviens bien, pour RTE, ce que j'appelle EDF globalement. Parce que ça va leur permettre de mieux gérer les pics, ce qui est extrêmement important. Mais le consommateur, l'usager final dans son living et sa cuisine, il ne sait pas.
Et ça fait 25 ans que je dis, tant qu'il ne saura pas ce qu'il consomme, je ne vois pas comment on fera des économies ou des consommations moins grandes. Il y a 25 ans, je vais terminer sur 2 exemples tirés d'EDF. Quand on demandait à un usager, qu'est-ce qui consomme le plus dans votre maison? Qu'est-ce qui vous répondait? La télévision. Parce qu'elle était tout le temps ouverte. Ce n'était pas ça qui consommait le plus. On le sait, c'est le chauffage, l'eau et la cuisine. Et deuxième exemple intéressant, EDF me demande une enquête il y a 25 ans auprès de gens qui ont eu 3 jours de coupure de courant pour montrer l'importance du courant aujourd'hui. À l'époque, le problème principal, c'est en 84-95, c'était le congélateur. Aujourd'hui, je n'ose même pas, je ferai bien l'enquête d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 3 jours sans courant à Paris ou je ne sais pas où? Vous vous rendez compte de deuxième concept scientifique, l'immense bordel qu'on va trouver partout. On ne pourra plus charger quoi que ce soit, on ne pourra plus rien utiliser. Et le congélateur là-dedans, il sera toujours là. Et ce sera peut-être la 5e roue du carrosse. Merci Dominique Desjeux pour cette vision innovante. Michel Saban, pour conclure cette table ronde, donc vous êtes présidente de R20, je ne sais pas d'ailleurs si on dit R20 ou R20, Region of Climate Actions, une ONG fondée par Arnold Schwarzenegger et soutenue par les Nations Unies. Donc vous présidez cette ONG qui a la particularité d'intervenir au niveau des régions. Quel nouveau rôle vont avoir ces régions dans la transition énergétique dont on débat depuis ce matin? Merci, c'est une grande question, mais j'ai suivi grâce au fil Twitter de Serre les débats de ce matin un petit peu, et c'est en écoutant Denis Baupin, je crois, que je salue, qui disait qu'au sommet de Lyon et à la réunion de Paris, il avait été dit des choses au niveau des collectivités territoriales et locales, mais il avait oublié une des grandes réunions qui était celle des régions du monde. Mais je pense qu'il avait été peut-être pas invité, donc je te promets, je t'invite au second en marge de la COP22 à Marrakech. Non, je dis ça pourquoi? Parce que Madame disait tout à l'heure, si on ne prend pas conscience que les populations ont besoin d'être formées, et l'intervention précédente le confirmait, c'est qu'on n'avancera pas. Et les régions se sont mobilisées pour la COP21, puisque avait été décidé par Laurent Fabius et Laurence Tubiana que ce serait l'agenda des solutions. Là, nous allons rentrer dans les solutions. Donc, c'est à nous aussi, c'est ce qu'on proposait à la présidence de la COP21, c'est de dire, prenez un accord à Paris, dépêchez-vous de le prendre. Et nous, collectivités locales et territoriales, nous allons le mettre en application. Et c'est ce que nous faisons depuis des années, certes, mais de plus en plus fort. Alors, vous avez beaucoup parlé d'énergie renouvelable. Nous avons 3 grands projets pour le R20 qui sont sur un projet zéro déchet en Algérie. Ça consiste en quoi? C'est avec la région d'Oran de créer une usine de retraitement de déchets. Vous allez me dire c'est très bien, c'est parfait. Mais la nouveauté, je dirais, l'innovation en la matière, c'est de former la population au tri sélectif. Dire qu'aujourd'hui, il y a 90 000 personnes à Oran qui sont formées pour trier leurs déchets, pour pouvoir utiliser cette usine à bon escient. Et en parallèle, nous formons des jeunes sortis du système scolaire, puisque l'emploi a été évoqué, mais rapidement, sortis du système scolaire pour travailler dans cette usine. Ça veut dire que la population est complètement concernée par ces projets. Alors, il n'y a pas que ce projet-là, il y en a d'autres, puisque avec Akio Energy, qui est notre partenaire au Mali, à Kita, c'est une centrale nucléaire de 50 MHz qui a été signée il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire que là aussi, nous allons pouvoir, parce que je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'Afrique, mais je suis arrivée un peu tard, donc l'Afrique bouge, donc il faut bouger avec elle. Et pour bouger avec elle, il faut pas simplement l'accompagner, pas simplement l'aider, mais mettre à son service, peut-être à disposition, tout ce qui est plus innovant chez nous, de façon à amplifier le mouvement. Donc voilà un petit peu ce que c'est une les centrale régions... de quelle technologie, vous avez dit? Pardon? La centrale, c'est quelle technologie? Oui. Pardon. Ah pardon, j'ai pas dit nucléaire. Comme quoi je suis fatiguée. C'est mon décalage horaire avec Strasbourg. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, quelle est la bonne maille pour intervenir? Une région, c'est pas déjà trop vaste pour On sait tous que le bâtiment énergie positive, c'est pas une fin en soi, qu'il faut raisonner îlot, voire même que c'est encore trop petit. Quartier, c'est déjà plus intéressant, voire même ville à énergie positive. Mais finalement, une région, la maille est pas trop grande pour intervenir?
Non, je pense que c'est l'échelon le plus adapté quand on veut justement parler des nouvelles technologies et voir aussi en matière d'innovation. Je crois que ce qui est important, c'est au-delà des volontés politiques, bien sûr, au-delà des décisions qui sont prises par la loi, au-delà des nouvelles technologies que l'on peut avoir, l'échelon régional accompagnant les villes est l'échelon qui permet de faire les choses. À la différence de beaucoup d'associations ou d'ONG, nous sommes plus dans l'action tank que dans le think tank. Ça permet de réaliser des projets rapidement. Alors nous sommes en partenariat avec l'ADEME, avec beaucoup d'organismes qui nous aident dans les études de faisabilité de certains projets à la réalisation. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement qui est en marche, qui est irréversible. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce mouvement des villes et des régions. Et justement, après tout ce que j'ai entendu autour de cette table ronde, je crois que c'est le fait nouveau. Ce qui s'est passé à Paris fin novembre, début décembre, a démontré, contrairement à Copenhague, que le fait d'écouter, d'entendre les villes et les régions sur leurs propositions et voire même leurs attentes, on mettait en dynamique un certain mouvement. Aujourd'hui, vous pouvez créer de l'économie circulaire au travers de certains projets. C'est là aussi que l'avenir s'écrit. Je faisais référence à mon voisin tout à l'heure, à Michel Serres, qui, dans son livre « La petite poussette », nous expliquait que nous étions en train de changer de civilisation. Mais un changement de civilisation demande aussi un changement de comportement. Et je crois que vous l'avez démontré au travers de ce que vous avez dit les uns et les autres, que j'ai écouté religieusement. Merci Michel Saban, ce sera le mot de la fin de cette table ronde.